Bonsoir à tous, merci de nous être fidèles. Tout de suite le sommaire de votre journal. À la une, un nouvel éclairage sur le discours adressé hier par Sa Majesté le roi Mohammed VI à l'occasion de l'ouverture de la nouvelle année législative. Le souverain a tracé la voie à suivre au lendemain de la formation du nouveau gouvernement. D'abord, la souveraineté dans ses différentes expressions, la relance économique et l'implémentation du nouveau modèle de développement. Rachid Talbi El-Alami du RNI élu nouveau président de la Chambre des représentants. Naama Miyara a été quant à lui élu président de la Chambre des conseillers, des élections qui se sont déroulées conformément aux dispositions de l'article 63 de la Constitution et du règlement intérieur de chacune des deux chambres parlementaires. Les précisions dans quelques instants. Sport, football, qualification africaine pour le mondial qatari. Après 2 victoires à domicile, les Lions de l'Atlas s'apprêtent à conforter leur place de leader de leur groupe. Sur la pelouse du stade Mohamed V de Casablanca, l'équipe nationale semble bien partie pour une nouvelle victoire ce soir face à la sélection de la Guinée-Bissau. Bonsoir. Le discours adressé hier par Sa Majesté le roi Mohammed VI à l'occasion de l'ouverture de la nouvelle année législative définit une claire feuille de route pour l'action gouvernementale et parlementaire aussi, dans la perspective de relever les défis internes et externes. Un discours fondateur, un discours fédérateur et plaçant la souveraineté nationale au rang des priorités et rendant aussi hommage à l'intelligence collective des Marocains. Éclairage tout de suite en compagnie de Nisri El-Hamdaoui. Alhamdulillah. De Sa Majesté le Roi trace la voie à suivre au lendemain de la formation du nouveau gouvernement. Plus qu'une vision, le souverain déroule une feuille de route. Son socle repose sur un triptyque. D'abord, la souveraineté dans ses différentes expressions, mais aussi la gestion de la pandémie, tout en poursuivant la relance économique et l'implémentation du modèle de développement. Une nouvelle étape s'annonce sous de bons auspices. L'heure est au retroussement des manches. Les compétences marocaines sont là. Une nouvelle étape viendra jeter des jalons vers l'avenir, et ce jusqu'à 2030. Cela passera par la cristallisation du modèle de développement avec une vision ouverte qui tend directement vers l'action et la projection vers le futur du pays. Cela sera effectif avec la mobilisation de nouvelles compétences et les réformes engagées dans le pays. Et là, je voudrais aborder l'appel lancé par Sa Majesté le Roi pour la réforme du Haut Commissariat au Plan, afin d'adapter son rôle à cette nouvelle étape. Mais il ne faudrait pas oublier que les nouvelles générations de politiques et les nouveaux plans joueront un rôle majeur dans cette dynamique. La pandémie a dévoilé une urgence vitale, celle de concrétiser le méga chantier très attendu par les Marocains, la généralisation de la protection sociale. Pour cela, le souverain appelle clairement à une mise à niveau de tout le système de santé exposé à une pression grandissante suite à la propagation du Covid-19. Car la sécurité sanitaire a toute sa place auprès des autres priorités géostratégiques du royaume du XXIe siècle. Sa Majesté le Roi a mis en avant la nécessité d'assurer la sécurité alimentaire et énergétique, ainsi que la sécurité sanitaire. Ceci pour dire que la souveraineté de l'État est liée à ce triptyque. Le souverain a relevé la nécessité aussi d'implémenter le modèle de développement, et ce concernant la protection sociale, sans oublier la mise à niveau du secteur de l'industrie dans le domaine de la santé et l'importance de capitaliser sur les acquis réalisés au cours de la période de pandémie. Et parce que la gestion de la crise pandémique va de pair avec la relance économique, le discours royal donne une forte attention au soutien des secteurs et des catégories touchées. Voilà pourquoi Sa Majesté le Roi met en valeur l'importance de l'investissement public comme levier de dynamique économique et souligne la nécessité de soutenir les entreprises et d'adopter des mesures incitatives en leur faveur.
Le discours royal, justement, identifie notamment les volets prioritaires pour le développement économique et social. Et pour un nouvel éclairage sur la feuille de route tracée justement par le discours royal, à la fois au gouvernement et à l'institution législative, nous avons le plaisir d'accueillir sur le plateau professeur Moustapha Shimi. Vous êtes politologue et professeur de droit. Bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Professeur, tout d'abord, quelle est votre analyse du contenu du discours royal dont nous venons de suivre l'analyse des grandes lignes, des grands axes? C'est un discours qui prend un relief particulier dans la présente conjoncture. D'abord, c'est, suivant la Constitution, c'est au souverain qu'il appartient d'ouvrir la session parlementaire d'octobre, c'est traditionnel, mais nous sommes au début d'une nouvelle législature. Et donc c'était là l'occasion pour le souverain de baliser le cadre d'action du nouveau gouvernement. C'est extrêmement important. Alors, sur quelle base? Il y a deux choses. Il y a d'abord le nouveau modèle de développement qui a fait l'objet d'une étude approfondie, qui est un rapport, qui est maintenant un rapport consensuel, qui fixe des axes stratégiques jusqu'à 2035, donc au-delà de la session, au-delà de la législature, et en même temps qui définit des axes et des leviers de changement. Donc nous sommes dans un tronc stratégique qui va jusqu'à 2035. Dans ce cadre-là, le souverain a pris toute la mesure de cette situation et donc de l'exigence de ce nouveau modèle de développement pour impulser, pour prioriser les choses, et c'est comme ça qu'un certain nombre d'indications ont été données au gouvernement, je dirais même plus des orientations, qui sont des orientations importantes, pour traduire en politique publique les axes stratégiques de ce nouveau modèle de développement. Comme il y a un nouveau gouvernement qui a été élu, donc c'est extrêmement important que ce soit, comme vous l'avez dit, une feuille de route, mais ce qui doit être fait, ce n'est pas simplement un catalogue de mesures, c'est autre chose, c'est-à-dire des priorités, des séquences et les moyens de réaliser les objectifs fixés. Justement, il y a un échéancier qui est précis. Vous avez parlé, je reprends vos mots là, de priorité. C'est un discours qui aussi donne un coup d'envoi au gouvernement, mais aussi au Parlement avec ses deux chambres pour l'action gouvernementale. Quelles sont justement les priorités, des priorités dans ce contexte actuel, notamment un contexte sanitaire marqué par la crise du Covid? Je ferai une distinction entre les grands chantiers et les mesures sectorielles. Les grands chantiers sont identifiés, ils sont connus. Il faut les parachever. C'est quoi les grands chantiers? En priorité, le souverain a assisté à ce sujet, c'est le nouveau système de protection sociale qui va se décliner jusqu'à 2025 et qui est une avancée exceptionnelle dans la conception que nous avons de la politique sociale. Vous savez que c'est un système qui n'existe nulle part en Afrique, ni dans le monde arabe, ni au Maghreb. C'est quelque chose d'exceptionnel et c'est une rupture et en même temps une évolution fondamentale par rapport à toutes les politiques sociales qui ont été pratiquées au Maroc et ailleurs. Deuxième point, il y a la réforme du système éducatif qui est un grand chantier, qui est un chantier de Rennes. Il y a également la justice sociale où des correctifs doivent être apportés avec notamment la réforme fiscale tant attendue et qui pour l'instant n'a pas eu encore de concrétisation. Et puis il y a tout ce qui doit être fait pour créer de l'emploi. Et on crée de l'emploi comment? Par la relance économique. Et pour ça, il faut un climat d'affaires et d'environnement qui soit attractif. Donc, il y a tout un environnement et c'est à cela que le gouvernement est attelé aujourd'hui. Donc, je répète, deux grands chantiers qui s'inscrivent dans la continuité, dans le temps long, si je puis dire, et puis des mesures sectorielles très vite, dès les premières semaines, dès les premiers mois, parce qu'il faut qu'il y ait des signes forts de changement. Et que ces signes soient perceptibles dès le début de ce mandat. Professeur, vous avez qualifié cette semaine le scrutin de mardi par l'élection de la Chambre des conseillers de scrutin, je vous cite, de stabilité. Expliquez-nous, professeur. Stabilité par rapport au vote des citoyens le 8 septembre dernier, puisqu'il y avait un triple scrutin communal, régional et la Chambre des représentants, 395 membres, marqué par une forte poussée des partis que sont le RNI, le PAM et le Parti de l'Istiqlal, qui ont plus de la majorité absolue, c'est important. Le scrutin du 5 octobre relatif à l'élection des 120 membres de la Chambre des conseillers est venu prolonger ces résultats, mais de manière atténuée. Pourquoi? Parce que le corps électoral des citoyens du 8 septembre, c'est 18 millions d'électeurs inscrits. Bien.
Ça n'est pas le corps électoral qui désigne les 120 membres de la Chambre des représentants. Pourquoi? Parce qu'il y a des collèges professionnels et des collèges électoraux. Mais nous sommes dans la même tendance, et donc c'est un scrutin de stabilité. Le scrutin du 5 octobre n'est pas venu infirmer la tendance lourde observée lors des précédents scrutins du 8 septembre. Très bien, professeur. Vous restez avec nous. On va brièvement parler du Conseil de gouvernement qui sera tenu. Et puis, on reviendra avec vous pour un nouvel éclairage. Nous apprenons donc cet après-midi, par le biais d'un communiqué du département du chef du gouvernement, que le chef du gouvernement, Aziz Arnouch, présidera après-demain lundi un conseil de gouvernement qui sera consacré à la présentation du projet et du programme gouvernemental. Je reviens donc à vous, professeur Shimi, une nouvelle configuration politique, un nouveau gouvernement hétéroclite avec des profils venant d'horizons divers, chacun avec des expériences solides dans leur domaine de spécialisation. Qu'est-ce que cette femme aussi, cette femme compétente, de grande compétence, qu'est-ce que tout cela vous inspire-t-il, professeur? C'est une grande avancée sur plusieurs points. Un, le renouvellement du personnel gouvernemental. Sur les 24 nouveaux membres de ce cabinet, 16 sont des nouveaux venus qui n'ont pas exercé précédemment des fonctions ministérielles. C'est-à-dire les 2/3 de ce gouvernement sont des profils qui n'étaient pas dans le circuit gouvernemental habituel. C'est extrêmement important. On n'a jamais vu une telle tendance. Deuxième fait, la participation de la représentation féminine. Cette femme ministre qui ne sont pas assignées à des départements, j'allais dire secondaires, mais qui ont des ministères clés. Je pense notamment au ministère de l'économie et des finances. De la santé. Je pense au ministère de la santé, etc. Donc il y a là un challenge intéressant pour ces femmes. D'abord, ça donne de la visibilité et ça concrétise toute la volonté royale de promotion de la condition féminine depuis le début du règne, on le sait. Mais aussi, ça responsabilise davantage ces femmes parce que comme ce sont des femmes à la tête de départements importants, elles doivent faire plus et mieux que ce qu'ont fait précédemment les hommes. Et donc, c'est un challenge intéressant. Et c'est avec aussi beaucoup bien pour d'intérêt elles, pour ces ministres, que pour les citoyens marocains. Tout à fait. Et puis, il y a un effet d'entraînement. Il y a un effet d'entraînement aussi vis-à-vis de leurs collègues hommes. C'est-à-dire, elles vont faire la preuve de leur sérieux, de leur capacité. Et j'ajoute enfin qu'elles ont des profils. Ce ne sont pas des parachutés. Elles ont une expérience par ailleurs, elles ont une expertise, elles ont un cursus professionnel. Et c'est autant de signes d'une modernité sociologique qui s'affirme et d'une promotion en marche de la condition féminine. C'est extrêmement challengeant et extrêmement prometteur, professeur. Allez, on a parlé de majorité, maintenant on va se consacrer à parler un peu de l'opposition. Dans cette situation actuelle dans laquelle elle se trouve, est-ce qu'elle est bien placée pour jouer son rôle et est-ce qu'elle pourrait en fait compter sur le rôle des syndicats pour jouer pleinement son rôle dans des conditions tout à fait normales finalement? L'opposition, elle n'a pas été décrétée. C'est une opposition qui vient des urnes, il faut le rappeler. Ce sont les électeurs marocains qui ont décidé d'accorder leur voix majoritaire à certains partis et pas à d'autres. C'est une opposition qui a un statut. Ce n'est pas une opposition qui va être l'objet d'une situation de mesure de minorité. Elle a un statut prévu par la Constitution. Exemple, il est prévu dans chacune des deux chambres que la présidence d'une commission permanente soit confiée à l'opposition. C'est important, ça peut être la commission de la législation, la commission sociale, etc. Troisième point, c'est une opposition qui doit assurer sa fonction, parce qu'une majorité a besoin d'une opposition qui soit un aiguillon. C'est une opposition qui ne doit pas se taire, bien au contraire, elle doit se renouveler, elle doit faire des propositions constructives, et elle doit animer le débat parlementaire forte, imposante, force suggestive. Et le débat national, mais sans être ni populiste ni démagogique. C'est ça l'écueil qu'il faudra éviter. L'opposition a une fonction tout à fait importante dans le fonctionnement de notre système pour servir finalement les intérêts supérieurs du Maroc. Et cela, Sa Majesté, hier dans son discours, il a insisté sur cela. Majorité et opposition doivent travailler de concert pour servir ses intérêts. C'est la maison commune. C'est ce qu'on appelle la maison commune. C'est-à-dire nous pouvons avoir des divergences, mais on se retrouve sur les fondamentaux. Et d'ailleurs, l'opposition, les partis qui sont désormais dans l'opposition ont adhéré, voici 4 mois exactement, au rapport de la commission Ben Moussa sur le nouveau modèle de développement, et ils ont adhéré explicitement
au soutien de ce rapport et sa traduction en politique publique. Donc ils sont à l'aise pour être présents, pour se situer dans le cadre de ce nouveau modèle de développement, tout en gardant la liberté d'analyse et de critique et d'interpellation à l'endroit des politiques publiques de ce gouvernement qui relève, lui, d'une majorité. Très bien, professeur Shemi, merci beaucoup de cet éclairage. Merci d'avoir répondu à l'invitation. La Chambre des représentants a tenu cet après-midi les travaux d'une séance plénière consacrée à l'élection de son président au titre de la 11e législature. La séance de vote à bulletin secret s'est tenue sous la présidence du président provisoire de la Chambre, Abdelwahid Radé. Pour cette élection du nouveau président, Rachid Talbi El-Alami, candidat de la majorité parlementaire, était en lice pour le poste aux côtés de Raouf Abdellaoui Ma'an, candidat du Front des forces démocratiques. La majorité gouvernementale avait indiqué avoir convenu de présenter les candidatures de Rachid Talbi El-Alami et Naama Miyara respectivement à la présidence des chambres de la Chambre des représentants et des conseillers. Et effectivement, c'est Rachid Talbi El-Alami du Rassemblement national des indépendants, le RNI, qui a été donc élu nouveau président de la Chambre des représentants. L'élection du président de la première chambre s'est déroulée conformément aux dispositions de l'article 62 de la Constitution et du règlement intérieur de l'institution législative. Et pour sa part, la Chambre des conseillers a tenu cet après-midi une séance plénière consacrée à l'élection du président de cette Chambre, conformément aux dispositions de l'article 63 de la Constitution. Naama Miyara, conseiller parlementaire représentant l'Union générale des travailleurs du Maroc, était candidat unique dans la course à la présidence de la deuxième chambre et il a été donc élu nouveau président de la Chambre des conseillers. Cette élection s'est déroulée conformément aux dispositions de l'article 63 de la Constitution et du règlement intérieur de cette Chambre. C'est l'un des plus grands enjeux pour la nouvelle équipe gouvernementale, c'est le dossier de l'adaptation de l'éducation, formation aux exigences du marché de l'emploi, programme d'action de la nouvelle équipe gouvernementale qui tiendra, nous vous le rappelons, son premier conseil de gouvernement après-demain lundi. Ce programme d'action devrait capitaliser sur divers acquis, dont pour ce qui est en tout cas de l'enseignement, éducation, formation, le lancement du bachelor ou encore la diversification des offres de formation. Nous vous proposons ce soir 3 escales dans 3 villes différentes sur la nouvelle rentrée universitaire, justement, en compagnie de Zakaria Moqenbillah. C'est un jour particulier pour les étudiants de la faculté d'économie et de gestion de Beni Mellel. Pour cette rentrée universitaire, des locaux fraîchement construits sont inaugurés. Les étudiants sont accueillis et orientés sur les différents choix de filières. Je suis très heureuse de l'ouverture de cette nouvelle faculté. Cela nous facilite les choses car nous ne sommes pas obligés d'aller dans d'autres villes. Je me suis inscrit en ligne par Internet avant de poursuivre les formalités sur place. J'ai opté pour l'économie et la gestion car c'est une branche prisée sur le marché de l'emploi. La particularité, c'est le mode d'enseignement qui est en présentiel, contrairement à celui de l'année dernière qui a été lancé plutôt en distanciel, principalement pour les établissements accès ouverts. Autre établissement de l'université Sultan Moulay Slimane, l'école supérieure de technologie de Freh Ben Salah. L'ambiance est festive pour cette journée d'intégration. Les étudiants sont issus de différentes régions du royaume. Je suis originaire des provinces du Sud, précisément de l'Ayoun. Je suis enthousiaste de poursuivre mes études à l'EST de Freh Ben Salah. Je suis de Casablanca. Je vais poursuivre mes études en génie informatique. La filière de génie informatique. Les filières proposées par les écoles scientifiques et techniques ont visiblement la cote. À l'école supérieure de technologie de l'Ayoun, quelques 400 étudiants ont rejoint les salles de classe. Il y a beaucoup de choix de spécialités. Les cours se déroulent dans le respect des mesures préventives. Je suis originaire de Smara. J'ai choisi l'EST de l'Ayoun parce que j'y ai trouvé une branche que je désirais. C'est ma 2e année d'études.
Principale nouveauté universitaire cette année, l'adoption du bachelor avec une licence à 4 ans au lieu de 3 ans et le renforcement des langues et des soft skills, autant de compétences valorisées sur le marché de l'emploi. Faisons à présent le point sur les principaux indicateurs Covid-19. Pendant ces dernières 24 heures, 515 nouveaux cas recensés et 16 nouveaux décès. Les cas actifs sont au nombre de 7189, alors que les cas sévères ou critiques ont atteint 636. Pour ce qui est de la campagne vaccinale, eh bien, sachez que plus de 176 000 personnes ont reçu la 3e dose du vaccin anti-Covid-19 au 6e jour de lancement de l'opération. Le nombre des primo-vaccinés dépasse les 23 millions et celui des personnes ayant reçu la 2e dose dépasse les 20 millions. Santé toujours, parlons cette fois-ci du traitement anti-cancer. L'offre de soins s'étoffe dans la région Souss-Massa. Depuis sa création, qui est récente d'ailleurs, le Centre Atlantique d'Oncologie d'Agadir ne cesse de recevoir des patients de toute la région et des personnes qui devaient plutôt parcourir des dizaines de kilomètres pour recevoir les soins nécessaires. Hijab Tamek, Moulia Marouche et Oumaima Ramli. Fraîchement rénovée, cette structure de santé est dédiée au traitement des cancers. Situé à quelques minutes du centre-ville d'Agadir, le centre d'oncologie atlantique est le premier du genre dans la région Souss-Massa. L'objectif principal de la structure est de rapprocher le traitement aux patients de la région. Parce qu'avant, tous les patients de la région Souss-Massa se déplaçaient vers les autres villes pour se faire traiter. Alors, ce qui retentit déjà sur le diagnostic et par la suite ce qui constitue un retard pour le début du traitement. Dotée d'équipements de dernière génération, cette infrastructure hospitalière permet le diagnostic du cancer et la prise en charge thérapeutique en matière de chimiothérapie et de radiothérapie. Ici, chaque patient reçoit un traitement personnalisé, une prise en charge thérapeutique et des soins palliatifs. Nous sommes bien pris en charge ici. Les infirmières et les médecins sont à notre écoute. Ils prennent soin de nous. En plus, les médicaments dont nous avons besoin, ils sont tous disponibles. Une fois notre séance de chimiothérapie terminée, nous rentrons chez nous. D'une superficie de plus de 5500 mètres carrés, le centre d'oncologie atlantique d'Agadir est doté d'une capacité de 40 lits extensibles à 60. De quoi offrir un service de proximité aux patients de toute la région. Sport football, les Lions de l'Atlas retrouvent ce soir la Guinée-Bissau, match comptant pour la 4e journée des éliminatoires africaines de la Coupe du Monde au Qatar 2022. Après sa dernière victoire contre cette même équipe avec un score sans appel, je vous le rappelle, 5-0, l'équipe nationale jouera ce match avec le même enthousiasme et la même concentration surtout. Et ce sont là les mots du sélectionneur national. Khalid Ezdoun, Achour Ben Saoud et Meri Ben Missi pour le commentaire. Après 2 victoires à domicile, les Lions de l'Atlas s'apprêtent à creuser l'écart et conforter leur place de leader du groupe. Sur la pelouse du stade Mohamed V de Casablanca, les hommes de Halilovic semblent bien partis pour rééditer la même victoire ce soir face aux Bissau-Guinéens. On ne peut pas juger et tout de suite mettre les choses en place après un match. Je veux que l'équipe ait continuité de gagner. Après, on juge une équipe après certains moments, 6 mois, 1 an. C'est vrai, jusqu'à maintenant, on a eu pas mal de victoires. C'est pas toujours, les gens ne sont pas satisfaits. Moi non plus. Mais chaque fois, je dis, on progresse doucement, mais sûrement, un jour, on va atteindre un niveau encore plus supérieur. Déterminés pour faire carton plein, Romain Seyss et ses coéquipiers sont favoris pour signer un grand score. Pourtant, à la séance d'entraînement, la pression est au rendez-vous. Je pense que le 5-0 d'il y a quelques jours a fait du bien au groupe. Je pense que c'est un match où on a montré le meilleur. Je pense que c'est le match référence qu'on a fait. Et voilà, on doit continuer là-dessus et aller chercher cette qualification. Notre dernière victoire contre cette même équipe nous a boosté le moral. Nous sommes motivés pour tout donner dans ce 3e match à Casablanca. Nous espérons dominer pour pouvoir composter notre billet au match barrage. En cas de victoire, le Maroc totalisera 9 points et pourra poursuivre jusqu'au bout son parcours vers les éliminatoires de la Coupe du Monde 2022.
Nous souhaitons beaucoup de chance et de courage aux Lions de l'Atlas pour cette étape des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. C'est ainsi que s'achève ce journal. Merci d'avoir été des nôtres. Je vous dis à demain, toujours avec grand plaisir. D'ici là, portez-vous bien.